Voilà, bienvenue à toutes et à tous pour ceux qui nous rejoignent, donc toujours en direct du World AI CAN Festival et IA Talk avec la Maison de l'Intelligence Artificielle, le département des Alpes-Maritimes pour rencontrer tout l'écosystème IA sur de nombreuses thématiques. Alors une nouvelle thématique cette fois-ci, IA et défense nationale ainsi que souveraineté. Nous allons parler avec Félix Koudelka qui est donc cofondateur et vice-président du cluster IA. Bonjour Félix. Bonjour. Pourquoi vous êtes présent aujourd'hui sur cette thématique? Quelle est votre activité? Bonjour, comme vous m'avez présenté, je suis cofondateur du cluster IA. J'évolue depuis plusieurs années dans le domaine de l'intelligence artificielle, de ses applications militaires pour le compte de grands groupes et de start-up. Le paradigme a changé. Le paradigme de la guerre a changé, on va pouvoir en parler aujourd'hui et c'est un sujet extrêmement important qu'on suit de très près au niveau du cluster IA. Voilà. Jean-Baptiste Fontin est avec nous, CEO de Nukai. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que j'ai bien prononcé le nom de l'entreprise? C'est bien. Votre nom, tout va bien. Pourquoi vous êtes présent, vous, sur cette thématique? Quelle est votre activité? Moi, je suis CEO de la société Nukai. Et nous avons remporté un challenge qui a fait un peu de bruit en 2022, puisque notre IA a battu des 8 champions du monde de bridge. Et donc là, c'était un peu une nouvelle frontière pour l'intelligence artificielle. Et ça permet d'appliquer cette IA de nouvelle génération à un certain nombre de domaines, dont la défense. Et également avec nous le CEO de Numalis, il s'agit de Arnaud Youalalen. Bien prononcé pour vous aussi Arnaud, tout va bien? Oui, très bien. Bon, parfait. Quelle est l'activité de votre entreprise? Pourquoi votre présence sur cette thématique? Donc, bonjour à tous, je suis Arnaud Yolalen. Donc, comme ça a été dit, je suis PDG de Numalis. Nous, on travaille sur les questions de fiabilité des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, on fait des outils pour vérifier le comportement des IA, notamment dans des endroits un peu critiques. Donc, on travaille principalement aujourd'hui sur des secteurs comme l'aéronautique, le spatial, le ferroviaire et la défense, comme vous en doutez, puisqu'il y a beaucoup d'applications en défense et on veut se garantir qu'elles vont bien fonctionner et être au bon niveau de sécurité. Alors, quelle est la problématique de l'IA appliquée à la défense? Arnaud, tout d'abord. Alors, on va essayer de répondre en quelques minutes, ce qui n'est pas évident. Le monde de l'IA et de la défense se rencontrent de plus en plus, mais la défense amène un certain lot de nouveautés pour les gens qui font de l'IA. Et je vais essayer de vous brosser un petit peu ce qui est différent entre de l'IA pour le monde civil et celui de la défense. Déjà, quand on fait de l'IA, en général, on a besoin de données. Donc ça, c'est assez classique. Je pense que vous avez tous conscience que la donnée, c'est le carburant de l'IA. Et en général, quand on est dans le milieu de la défense, la donnée, notre ennemi ou notre compétiteur stratégique, il ne nous la donne pas vraiment. Il ne nous permet pas de prendre en photo ces chars d'assaut sous toutes les coutures, sous tous les paysages, pour qu'on puisse s'entraîner à les reconnaître plus tard. Donc, on a un problème déjà d'accès à la donnée qui va rendre difficile la manière dont on va concevoir ces IA. Le deuxième aspect, c'est que quand on fait aussi de l'IA dans le domaine civil, de manière générale, on sait à peu près quand même l'environnement dans lequel on va déployer son IA. Si vous imaginez une voiture sans chauffeur, a priori, vous faites l'hypothèse que sur la route, tout le monde va essayer de respecter le code de la route. Et ça, c'est une hypothèse forte, parce que vous allez vous en servir pour construire le comportement de votre IA. Dans la guerre, il n'y a pas de règle en fait. Sur le champ de bataille, l'ennemi cherche toujours à vous surprendre. Il ne fait jamais ce que vous avez prévu qu'il fasse. Et c'est justement ça la dialectique qu'il y a dans le combat. C'est ça qui définit même la nature même de la guerre. Donc, tout ce qu'on définit en amont, des années avant le début des hostilités, sera probablement obsolète dès les premiers jours de la guerre. Donc, comment on va définir des IA, comment on va valider des IA sur l'hypothèse que l'ennemi ferait ou ferait pas certaines choses, alors qu'en fait, on n'en sait rien. Donc, il y a ce problème fondamental de savoir comment on va pouvoir adapter et tolérer de la flexibilité dans le comportement des IA quand on va être en situation de combat. Là où finalement, quand on est dans le civil, on n'a pas envie d'avoir de la flexibilité sur le code de la route. C'est toujours le même code de la route. Donc il va falloir résoudre ces deux problèmes-là dans la conception, dans la validation, dans le déploiement, dans la mise à jour des IA qui vont être déployés dans nos systèmes futurs de nos systèmes d'armes. Félix, donc même question, quelle est la problématique de l'IA appliquée à la défense? Comme aujourd'hui tout le monde peut le constater, on assiste à un changement de paradigme dans la manière
de faire la guerre. On le voit en Ukraine, on le voit aujourd'hui dans le Golfe. Il y a de nombreuses digues morales, notamment, morales en tout cas technologiques, qui ont sauté. Rien que pour parler de l'usage des drones, hein, c'était quelque chose aujourd'hui sur les munitions téléopérées, donc les drones kamikazes qu'on ne faisait pas forcément en France et qu'on ne souhaitait pas faire. Après ce qui s'est passé en Arménie, en Abkhazie et le retour d'expérience qui s'est passé là-bas, du jour au lendemain, on a décidé de faire des drones et on a bien eu raison parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, hein, c'est la guerre des drones. Quand on parle de guerre des drones, c'est une manière complètement différente d'appréhender l'infanterie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit très bien en Ukraine, vous avez des soldats qui sont dans des trous de combat, qui ne seront pas tranquilles parce qu'à tout moment, ils peuvent être attaqués par des drones et demain, forcément, des essaims de drones qui seront sans doute commandés par l'intelligence artificielle. Donc ça pose un certain nombre de problématiques hein, aujourd'hui, quand on parle de munitions téléopérées, quand on parle d'essaims de drones, quand on parle de combat autonome, hein, de décision autonome. Aujourd'hui, c'était une barrière qui, dans le domaine de l'Occident, en Occident, était une ligne rouge. A priori, elle est franchie. Hein. Les Américains ont annoncé il y a quelques semaines travailler justement sur de l'autonomie de prise de décision d'armes létales. Voilà, parce que les Chinois le font, parce que les Russes le font. Je vous rappelle que Vladimir Poutine avait prophétisé il y a quelques années que le pays qui maîtriserait l'intelligence artificielle maîtriserait la guerre dans les années prochaines. Donc on est dans ce contexte-là. Vous voyez bien qu'il y a énormément de problématiques que peut aider à résoudre, que peut prendre en charge l'intelligence artificielle. Et c'est sur ce domaine d'application que nous, en tout cas, on réfléchit en tant que Français, industriels français. Et pour terminer, pour vous montrer à quel point on sort aussi du cadre simplement de l'IA militaire faite par des militaires, vous avez récemment l'ancien directeur général de Google, Eric Schmidt, qui a annoncé avoir pris une participation importante dans un projet d'entreprise qui crée des essaims de drones kamikazes. Voilà. Donc même les géants de la tech, les anciens directeurs de la tech investissent dans un domaine où, aux États-Unis, 17 milliards d'euros ont été investis que sur les startups de la défense sur le premier semestre 2023. Donc on en est assez loin, nous, en France, et il va falloir prendre le train très vite. Jean-Baptiste, votre point de vue sur l'IA appliquée à la défense ? D'abord, il faut se rendre compte que la défense, c'est un domaine critique, tout comme le médical. On ne peut pas se permettre, si je veux vous recommander une paire de chaussures ou un livre à lire, peu importe l'IA que je vais utiliser, les données, etc., s'il n'y a pas une transparence totale, là, il y a des notions d'explicabilité pour des raisons de responsabilité. Hein. Donc déjà, ça restreint le champ des approches possibles en intelligence artificielle. Donc il faut être très vigilant sur ce point-là. Et d'ailleurs, la France a la chance, hein, on ne peut pas être défaitiste non plus, a la chance d'être assez en pointe dans un certain nombre de champs qui n'ont pas encore toute la lumière des médias, mais on est tout à fait, bon dans certains domaines. Maintenant, pour revenir un petit peu à ce que disait Félix, on s'est focalisé sur la vision par satellite au début, parce que c'était ça les premières applications de l'IA de défense. Aujourd'hui, on se rend compte que notamment pour les drones, tout ce qu'on appelle l'agrégation de données hétérogènes, c'est extrêmement important, savoir capter des données qui viennent de partout, de la donnée ouverte, et pouvoir prendre des bonnes décisions, soit faire prendre des bonnes décisions à l'humain, soit prendre maintenant des décisions de façon autonome. C'est ça l'enjeu. Et pour revenir à... Donc effectivement, le président Poutine avait dit « celui qui va dominer l'IA dominera le monde », carrément. Donc on est au cœur de la guerre. Alors le deuxième volet de ce thème, hein, c'est la souveraineté et l'IA. Comment la France peut-elle tirer son épingle du jeu ? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup de personnes très intelligentes en France, très bien formées, et qui peuvent monter des startups ou des filières industrielles pour essayer de renforcer cet aspect de souveraineté. Pour moi, la souveraineté, il faut l'avoir sur tous ces aspects. Que ce soit sur les données qu'on va utiliser pour faire de l'IA, sur les outils qu'on va utiliser pour faire de l'IA, les outils pour la valider, le hardware qu'on va utiliser pour la déployer, les chaînes d'approvisionnement de tous ces éléments-là, de la donnée, du hardware, etc. Et évidemment des talents qu'on va avoir besoin d'acquérir, donc les personnes nécessaires pour faire fonctionner tout ça. Alors les personnes, ça on les a. Clairement, on a les écoles d'ingénieurs, les universités, les laboratoires de recherche. Donc on fournit aujourd'hui d'ailleurs à la Silicon Valley
quasiment le sang nécessaire pour fabriquer l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire qu'on est capable de les produire et donc potentiellement de les garder dans nos filières à nous pour continuer à conserver la capacité d'autonomie stratégique nécessaire à la France pour développer ces IA et de maintenir ces IA et de garder la maîtrise de ces IA. Là où par contre on peut encore s'améliorer, c'est effectivement sur le reste, c'est-à-dire sur les filières d'approvisionnement hardware où il y a une très forte dépendance à Taïwan et aux Américains. On peut aussi questionner les frameworks et les outils qui sont utilisés aujourd'hui pour concevoir, principalement américains, bientôt peut-être aussi chinois. Donc il y a encore justement des marchés à développer, des acteurs français ou européens qui doivent apparaître et qui doivent être soutenus pour proposer une alternative à un tout américain ou un tout chinois sur la fabrication des IA. En matière de souveraineté, est-ce qu'il y a un pays qui est capable de tout fabriquer de A à Z sans faire appel à un autre pays aujourd'hui? On a du mal à se l'imaginer, y compris chez les Chinois. En général, il faudrait au moins 2 pays. Ça serait États-Unis, Taïwan ou Chine, Taïwan. En Corée du Sud aussi, il y a des acteurs. Mais en fait, c'est souvent le découplage entre le hardware et le software qui aujourd'hui fait qu'il y a besoin de ces deux-là. Le soft aujourd'hui est très bien maîtrisé par la Chine et les États-Unis. Par contre, il y a une mainmise incroyable, mondiale, de l'Asie sur les puces, sur le hardware qui permet de faire de l'IA. Félix? Alors oui, on le sait peu, mais la France est le 2e exportateur mondial d'armes depuis cette année et passé devant la Russie. Très loin derrière les Américains. Mais cocorico, voilà. Non, pourquoi je dis ça? Pour être très sérieux, c'est que aujourd'hui, on l'a vu, il y a une course. Il y a une course qu'il va falloir prendre, on n'a pas le choix. Hein. Il en va de la souveraineté, il en va de notre sécurité, il en va de l'avenir de nos enfants. On est rentré dans ce monde-là, de la haute intensité. Bon, voilà, on est revenu à des sujets qui existent depuis très longtemps et sur lesquels, depuis la Seconde Guerre mondiale, on était éloigné. La France peut tirer son épingle du jeu. Pourquoi je parlais qu'on était... Aujourd'hui, on est 2e exportateur grâce au Rafale, grâce à toute la technologie et grâce à toute la chaîne Rafale. Et comme le disait Arnaud, on a d'excellents industriels, les grands groupes que vous connaissez. On a d'excellents chercheurs, on a d'excellentes startups. Malheureusement, on a beaucoup de technologies, on n'a pas assez de produits. Et aujourd'hui, il faut aussi des produits dans lesquels on va être en mesure de mettre de l'intelligence artificielle et aussi en faisant une intelligence artificielle qui soit conforme à nos valeurs, c'est aussi une manière de rentrer sur le marché et de mettre des standards. Donc c'est là où c'est aussi intéressant et important d'être sur ce podium mondial. Et aujourd'hui, je pense que l'avenir de la souveraineté industrielle française, de la base industrielle technologique de défense, habituez-vous à ce terme de BITD parce qu'on va l'entendre de plus en plus dans les années à venir, c'est de faire en sorte que les startups puissent collaborer entre elles avec des industriels, au lieu que chacun tire dans son sens, et ça c'est très français, parce que par exemple la politique économique est dans les régions. Donc vous allez avoir des projets qui sont développés en région PACA, d'autres qui sont à Bordeaux, et qui sont les mêmes en fait. Donc il y a une perdition énorme en termes d'intelligence, en termes de résultats. Donc là il doit y avoir, on parle d'économie de guerre, il doit y avoir vraiment un mouvement fort au niveau de l'État de dire ok, sur ce sujet-là crucial de souveraineté dont dépend notre avenir, il faut qu'on puisse se fédérer entre écosystèmes académiques, start-up et gros industriels pour faire des solutions communes qu'on puisse notamment exporter par là même nos standards. Voilà ce que je pense. Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous en pensez? L'enjeu, aujourd'hui, c'est la vitesse. Un programme d'intelligence artificielle, ce n'est pas un programme d'un char d'assaut qui va prendre 25 ans. Et l'IA, la vitesse, c'est la spécialité des startups, pas des grands groupes. Donc l'innovation, elle va venir de là. Aujourd'hui, c'est à peu près clair. Et puis, il y a une autre raison à ça, c'est qu'en termes de ressources humaines, l'IA, c'est un peu comme la cybersécurité. C'est plus facile de recruter quand on a une start-up qu'un grand groupe. C'est la réalité. Bon, tout ça pour dire quoi? L'innovation va venir des start-up, c'est clair. Il va falloir aussi se fédérer, créer un mur à partir de différentes briques. Pour ça, bien sûr, il faut que l'État soit ouvert, parce que le cycle, aujourd'hui, le cycle de vente des produits de la défense ne correspond pas du tout à un cycle d'une start-up. Donc qu'est-ce qui se passe? Des start-up commencent à regarder différents domaines, s'épuisent sur la partie défense et finalement finissent par laisser tomber parce que ça ne va pas assez vite. Donc aujourd'hui, si on veut gagner cette bataille, pour aller vite, il faut, à mon avis, une fédération
qui regroupera que des startups, hein, mais plutôt en style commando. Hein, et donc nous, c'est ce que nous essayons de mettre en place, hein, chez Nukai. Et puis, bien sûr, dans un deuxième temps, être capable de faire des partenariats avec les grands groupes, se projeter à l'international, parce que le marché, il est aussi international. Et c'est ça qui va permettre de faire vivre tout cet écosystème. Arnaud, vous vouliez rebondir? Oui. Je suis vraiment d'accord avec Jean-Baptiste. Je pense que c'est indispensable aujourd'hui que l'écosystème IA de défense se structure, se fédère et se transforme en filière. Voilà, se transforme en filière pour pouvoir ensuite, ces briques d'IA, être développées dans des produits qu'on puisse exporter. Aujourd'hui, je pense que voilà, faisons-le, Jean-Baptiste, faisons-le. Voilà, vous êtes déjà 3 sur le plateau, vous pouvez vous fédérer, on peut l'imaginer. Arnaud, allez-y. Ouais, pour rebondir sur le point de la rapidité, pour vous donner un exemple, aujourd'hui on estime que le rythme d'innovation et d'obsolescence des innovations en Ukraine, c'est à peu près 2 semaines. Donc vous faites une innovation, 2 semaines plus tard, elle est obsolète. Elle a déjà une contre-mesure. Donc c'est complètement incompatible avec un programme d'armement qui met 25 ans. C'est-à-dire que vous mettez 25 ans, 2 semaines plus tard, c'est fini, quoi. Ça ne marche pas. Le deuxième aspect sur lequel on peut appuyer, tu parlais de barrières, tu parlais de standards. Il y a clairement un coup à jouer de standardisation et de réglementation que l'Europe peut porter. Et sur lequel la France peut aussi appuyer, amener ses valeurs, amener ses objectifs pour défendre ses filières, pour favoriser ces filières et pour faire en sorte que ces produits soient reconnus au niveau européen et au grand export. Et sur ça, il y a besoin d'avoir une mobilisation, évidemment politique, parce qu'il faut représenter ces filières-là, mais aussi des filières elles-mêmes. C'est que les standards, ce sont les industriels qui les écrivent. Et donc il faut que les industriels s'investissent, comme nous on le fait par exemple à l'ISO ou à l'Europe, pour écrire des standards qui disent c'est quoi une IA de confiance. Et comme ça, on définit du coup les attendus, les critères d'évaluation, et donc les protections, les barrières qui permettent à nos filières d'être performantes et d'avoir un avantage par rapport à un produit qui viendrait de Turquie, de Corée ou de Russie, quoi. Merci à tous les 3, Félix, Jean-Baptiste, Arnaud, pour ce IA Talk sur l'IA et la défense nationale. La souveraineté, on poursuit avec un nouveau rendez-vous dans quelques minutes où on va parler cette fois-ci des formations professionnelles autour de l'IA. A tout de suite, toujours en direct du World IA Cannes Festival.